Déjà, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, comme vient de le présenter Laura, Ludovic, fondateur d'IWantLead. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 5 ans. Depuis que je suis majeur, j'ai toujours été entrepreneur, en parallèle de mes études, qu'au final, j'ai fini par arrêter. Au début, j'étais en auto-entreprise. Ensuite, j'ai créé une société dans le domaine du marketing digital, donc IWantLead. Jusqu'à présent, on a accompagné majoritairement des acteurs dans le secteur de la formation professionnelle ainsi que de la finance, donc notamment pas mal de conseillers en gestion de patrimoine sur cette partie-là. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter concrètement qu'est-ce que c'est le marketing digital, combien ça coûte, comment ça fonctionne, quelles sont les régies publicitaires. Du coup, pour le contexte, on est à l'heure actuelle 5 personnes. On est basé à Dijon, rue de la Liberté. On vient de déménager dans nos tout nouveaux locaux. On a à peu près 6 ans d'expérience sur la partie marketing digital et on est une agence spécialisée dans de la publicité en ligne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de site internet, on ne fait pas je ne sais quoi. On passe notre temps à faire des publicités sur internet. Donc quand vous publicitez sur Facebook, sur Google, sur YouTube, enchanté, c'est nous. C'est nous qui dégradons un peu votre parcours utilisateur, même si on essaie de faire au mieux pour faire en sorte d'être le moins intrusif possible. À l'heure actuelle, dans l'équipe IWantLead, on est 5 personnes. Donc on a un développeur, Evan, une graphiste, Claire, Louis, qui est juste ici, chef de projet web marketing, qui nous accompagne depuis un petit moment maintenant, Charles, qui est mon associé sur une autre de mes entreprises et responsable commercial aussi sur IWantLead, et moi-même. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire la différence entre marketing et communication, parce que c'est un truc sur lequel pas mal de gens parfois sont pas tout à fait au clair, c'est qu'est-ce que le marketing, qu'est-ce que la communication, quelle est la différence qu'on va pouvoir retrouver entre les deux. Le marketing, je vous ai mis des termes, on va dire, un petit peu larges, et ensuite je rentrerai plus dans le détail. Le marketing, en fait, c'est comprendre et répondre aux besoins pour vendre un produit ou service. La com, c'est choisir les bons moyens pour faire savoir que ce produit ou service existe. Donc typiquement, le marketing, ça va être des campagnes publicitaires que vous allez pouvoir déployer sur Google, sur LinkedIn, enfin, tous les types de campagnes publicitaires que vous pourrez déployer, des actions d'emailing, etc. La partie communication, c'est tout ce que vous pouvez poster, par exemple, sur vos réseaux sociaux. Donc ça va être sur LinkedIn, Instagram, etc. Les deux sont intéressants, il faut les faire fonctionner de concert. Justement, c'est une des choses que je vais vous expliquer ensuite. L'idée, c'est qu'en fait, ça doit fonctionner en synergie. La communication, c'est absolument primordial pour construire votre marque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans votre parcours utilisateur, les personnes vont passer par différentes étapes. Dans un premier temps, elles ont besoin de vous connaître. Donc, typiquement, imaginons que vous vendiez des piscines. Si la personne est en recherche justement d'une piscine et ne sait pas que vous existez, en fait, concrètement, vous avez un client chaud qui ne signera jamais chez vous parce qu'il ne sait même pas que vous existez. Donc ça, c'est déjà le premier rôle du marketing, c'est faire en sorte de faire de l'acquisition, c'est-à-dire pour aller chercher ces personnes-là. Ensuite, des vendeurs de piscines, il y en a partout. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement ? Et à ce moment-là, quand on va arriver sur le sujet de la différenciation, c'est là que votre communication va être utile. C'est typiquement les réalisations que vous pourrez partager en ligne. C'est le fait de montrer que vous connaissez très bien votre sujet. Et c'est à ce moment-là que la communication va être très intéressante. Mais faire juste de la communication et se plaindre de ne pas avoir suffisamment de contacts entrants, c'est plutôt normal. Parce que le but de la communication, c'est d'être visible, c'est d'être crédible. Et c'est la communication qui va vous permettre aussi de pouvoir signer des clients plus rapidement. Quand on est sur des secteurs d'activité, typiquement dans le domaine de la finance, les personnes prennent du temps pour réfléchir quand on parle de placement financier. Donc forcément, on doit avoir un certain temps qui se met en place par rapport à ça. Et le fait de montrer des réussites clients, le fait qu'on est très professionnel dans son métier et dans son approche, permet de réduire les délais de signature qu'on va avoir là-dessus et d'augmenter la confiance en matière des clients. Ensuite, on va passer sur ce qu'on appelle un framework. Donc ça, c'est un mot anglais pour dire en gros une manière d'organiser quelque chose qu'on va appeler le framework des 1/3. Ce framework des 1/3, il va reprendre la structure d'acquisition idéale d'une entreprise. Donc on va retrouver 1/3 de publicité, 1/3 de recommandations et 1/3 de contenu organique. En fait, on a cette structure d'acquisition-là. La majorité des gens vont pondérer beaucoup plus la recommandation. Pour la majorité des boîtes, ça peut représenter 60-70% du chiffre d'affaires et c'est une très bonne idée. Par contre, imaginons que 2024, vous avez fait 500 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes très content de votre année. L'idée, c'est ensuite d'accélérer, passer à 800 000 € de chiffre d'affaires. Concrètement, vous faites comment avec la recommandation ? Vous pouvez demander à vos clients, mettre en place un système de partenariat un peu plus avancé pour que justement, il y ait encore plus d'envie de la part du client de vous recommander. Mais il y a un moment, la recommandation, elle ne va pas pouvoir vous amener non plus très loin parce qu'en fait, vous ne la maîtrisez pas. C'est très sympa d'avoir des clients qui sont satisfaits de vous, ça va vous aider sur la signature, ça vous aidera sur plein de choses dans votre boîte, ça permet accessoirement aussi de bien dormir la nuit. Par contre, d'un point de vue contrôle, vous n'avez aucun contrôle dessus. Donc, c'est-à-dire si demain, vous êtes sur une baisse d'activité ou quoi que ce soit, le seul moyen d'avoir du contrôle, c'est essayer d'attendre.
Ensuite, on va avoir une partie contenu organique. Donc, contenu organique, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça va être une partie aussi qui va vous permettre d'obtenir des clients. L'inconvénient de cette partie contenu organique, donc site internet, fiche Google My Business aussi, ça rentre là-dedans. Pareil, vous n'avez pas de contrôle sur le sujet. C'est pas parce que vous postez 2 fois plus que vous aurez 2 fois plus de contacts entrants. Et parfois, sur certaines périodes, vous pouvez poster très peu et pour autant avoir beaucoup de contacts entrants. Ce qui fait que vous n'avez aucun contrôle sur cette partie contenu plutôt organique. C'est à ce moment-là qu'intervient la publicité. Parce que la publicité, c'est ce qui vous permet d'avoir du contrôle. Quand vous mettez par exemple de la publicité sur Google, reprenons l'exemple du pisciniste, quand la personne va chercher par exemple installation piscine Dijon, à ce moment-là, la personne va pouvoir tomber dessus et là, cette partie publicité vous permet d'avoir du contrôle. Typiquement, on prend l'exemple du pisciniste. Là, en ce moment, les gens commencent à se réveiller, à se dire « Ok, j'aimerais bien une piscine, ça serait sympa pour profiter cet été ». Par contre, quand on est sur des périodes un peu plus creuses, comme par exemple octobre-novembre, à ce moment-là, sur l'activité, il y a quand même une baisse qu'on va pouvoir observer sur tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, la publicité, on peut la contrôler, on peut mesurer et maîtriser le budget qu'on va mettre dessus. À ce moment-là, on peut venir activer une partie publicitaire. Parce qu'en fait, la publicité, ça peut être quelque chose, notamment dans le cadre de ce poseur de piscine, qui ne va pas forcément activer, par exemple, en mai ou juin. Parce qu'en mai ou juin, tout le monde a envie d'avoir une piscine chez soi, donc ces carnets de commandes sont déjà largement remplis et tous ces poseurs ne savent déjà plus où donner de la tête. Donc à ce moment-là, avoir de la publicité, pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. On n'a pas envie d'avoir des contacts qui, au final, ne donnent aucun business. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser la publicité plutôt sur des périodes qui sont un peu plus calmes. Donc ce que je vous propose, comme vous l'avez vu, c'est de faire un focus sur la publicité en ligne. Je vais vous montrer les avantages, les inconvénients, comment ça marche, combien ça coûte, sur quelle régie publicitaire on peut la mettre en place. Il y a quelques avantages du côté de la publicité en ligne. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ciblage précis et une maîtrise du message. Concrètement, c'est vous qui décidez qui vous souhaitez cibler. Si par exemple vous êtes sur Facebook, vous allez pouvoir cibler des personnes sur un intérêt spécifique. Sur Google, vous allez pouvoir cibler des mots-clés spécifiques. Ou encore en publicité sur LinkedIn, vous allez pouvoir cette fois-ci cibler des métiers spécifiques ou des secteurs d'activité et même des tailles d'entreprise. Donc ça permet vraiment, quel que soit le secteur dans lequel on se positionne, de pouvoir avoir des messages qui peuvent être cohérents en fonction de chaque cible. Ensuite, on a un coût qui est flexible et mesurable. Vous savez combien vous mettez à l'entrée, vous savez combien vous obtenez à la sortie. Si par exemple vous êtes un pisciniste, vous avez du coup un site internet avec un formulaire dessus, l'idée c'est qu'en fait sur ce formulaire, vous allez savoir le nombre de contacts qui ont été obtenus grâce à ce levier-là. Donc pour le coup, ça vous permet d'avoir quelque chose de flexible et de mesurable. Vous pouvez aussi avoir une grande diversité de formats. Typiquement, par exemple, si vous utilisez de la vidéo pour votre activité, pisciniste, évidemment, ça se prête très bien à la photo, très bien à la vidéo. Donc un réseau social comme Instagram fonctionnera très bien. Imaginons, prenons un exemple tout à fait fictif, mais vous êtes juriste. Juriste, peut-être que ça peut être un peu plus compliqué de faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram parce que les vidéos publicitaires là-dessus peuvent être un moyen un peu moins pertinent. Pas de souci, vous pouvez aussi utiliser des régies publicitaires sur lesquelles vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser de la vidéo et vous pourrez utiliser plutôt des textes et des images. Et l'idée, enfin, c'est qu'on a aussi de l'optimisation qui est constante. C'est l'avantage du marketing, c'est aussi à ça que servent les cookies, c'est avoir de la mesure dans tous les sens. Vous savez combien vous coûte votre trafic, vous savez quels sont ce qu'on appelle les taux de conversion, c'est-à-dire quand une personne vient sur votre site internet, à quel pourcentage du temps elle va finir par remplir son formulaire. Vous avez des chiffres de partout. C'est vraiment dans votre entreprise, c'est l'avantage, on en parlera ensuite de la maîtrise des chiffres, mais ça vous permet vraiment d'avoir une maîtrise des chiffres qui est totale. Vous savez combien vous mettez en sortie, vous savez combien vous obtenez dessus. Typiquement, si demain vous faites un test en publicité sur 3 mois, vous savez combien vous avez investi, combien vous avez obtenu dessus, c'est assez facilement mesurable. Il y a quelques bonnes questions à se poser pour faire de la publicité, parce que la publicité, d'ailleurs, comme la communication, c'est des budgets. Et si on veut travailler, que ce soit même seul, déjà, ça va vous demander du temps. Et si vous voulez travailler avec des professionnels, c'est des investissements. Donc, quand on est face à des investissements de ce type-là, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on attend en termes de chiffres autour? Parce que si c'est juste pour être visible, vous n'avez pas besoin de moi. Il suffit juste de poster sur les réseaux sociaux, appuyer sur les boutons boostés que vous pouvez trouver sur les régies publicitaires, et il n'y a pas besoin de professionnels comme nous. Mais heureusement, on a un travail. L'idée, c'est d'avoir différentes métriques pour pouvoir optimiser votre entreprise. Typiquement, par exemple, combien de prospects sont nécessaires pour pouvoir réaliser une vente? Quel est votre panier moyen? Quelle est votre marge? Ou encore, combien êtes-vous prêt à investir pour signer un nouveau client? Tous ces éléments-là, en fait, c'est ce qui va vous permettre de piloter votre entreprise. Parce que si vous dites l'année prochaine, mon objectif, c'est de faire 350 000 € de chiffre d'affaires, ok, 350 000 € de chiffre d'affaires, concrètement, c'est quel panier moyen, c'est combien de clients, quelle typologie de clients, combien ça va coûter pour acquérir ces clients, combien de contacts, combien de rendez-vous il va falloir positionner. Parce qu'en fait, si vous apercevez que pour positionner tous ces rendez-vous, ça va représenter 250 rendez-vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'aurez pas le temps de traiter ces 250 rendez-vous. Donc c'est au moment justement de pouvoir se poser ces questions-là, vous allez vous dire, ok, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir un commercial pour justement aller chercher cette structure-là.
Ok, concrètement, où faire de la publicité et combien ça va vous coûter? Il y a quelques régies publicitaires qui se distinguent majoritairement. On va compter ici Meta, Google Ads et la publicité sur LinkedIn. Vous pouvez faire de la publicité sur Bing, il n'y a personne donc ça ne vaut pas le coup de vous embêter. Vous pouvez en faire sur TikTok. En fait, concrètement, Bing, c'est à peu près 2 ou 3% en termes de part de marché sur les moteurs de recherche. Donc perdre son temps sur Bing, imaginons que vous ayez une entreprise locale, vous allez avoir 3 PLE qui vont venir sur votre site tous les mois, le niveau temps passé versus retour dessus, clairement aucun intérêt, il y a clairement un arbitrage à faire pour sortir ça. TikTok, on a essayé, c'est pareil, c'est des régies publicitaires, la qualification des contacts, c'est une catastrophe. Donc nous, on s'est dit, on va aller sur les 3 plus grosses régies publicitaires du marché, c'est clairement les plus avancées, c'est celles qui ont plus de données, elles connaissent absolument tout sur vous, et le fait qu'elles connaissent tout sur vous est plutôt pratique du coup pour faire de la publicité. On va commencer dans un premier temps par Meta. Donc c'est la publicité que vous allez pouvoir retrouver sur Facebook et Instagram, dans vos fils d'actualité, sur les stories, sur les reels, etc. C'est les publicités que vous pourrez retrouver là-dessus. Ensuite, on peut faire de la publicité sur Google Ads. Google Ads, c'est à titre personnel l'une de mes régies préférées, parce qu'on a plusieurs types de ciblage qu'on va pouvoir faire dessus, et notamment par mots-clés. Typiquement, quand une personne va taper pisciniste Dijon, clairement, on est sur une personne qui est intentionniste. Donc le contact qu'on va réussir à récupérer, c'est pas seulement une personne qui se dit « il y a de la lumière, je vais peut-être aller voir, ça peut être intéressant ». C'est vraiment une personne qui est dans un acte potentiellement même qui peut aller jusqu'à l'acte d'achat un peu imminent là-dessus. Et aussi, on peut faire de la publicité sur YouTube. Donc les petites publicités que vous voyez en début de vidéo, vous devez cliquer sur « ignorer l'annonce ». Ça embête tout le monde, mais ça marche particulièrement bien quand on fait du marketing, malheureusement. Donc c'est pour ça que vous voyez des publicités partout là-dessus, dont notamment des personnes qui vous apprennent à devenir riches en 3 clics. Mais ça, pour le coup, c'est en termes d'éthique personnelle, des choses que je n'accepte pas de faire. Concrètement, la publicité Google Ads, ça s'adresse à qui? Donc là, typiquement ici, vous retrouverez une publicité de bien ici, acheter une maison. Donc typiquement, je tape acheter une maison à Dijon. Je vais pouvoir retrouver ici des publicités de bien ici. Ou encore, là, j'avais tapé tutoriel Google Ads. J'ai une entreprise qui va chercher à se positionner juste avant. Bon, là, pour le coup, ils n'ont pas été très malins parce qu'ils sont positionnés sur quelque chose qui n'est pas relatif justement à une formation sur la publicité sur Google, mais ils auraient pu tout à fait se positionner ici. Et aussi, vous avez ce que je vous ai expliqué juste avant, les petites publicités désactivables que vous avez en début de vidéo. C'est assez intéressant d'utiliser Google Ads pour les entreprises qui peuvent se positionner, notamment sur la partie recherche, parce que ça vous permet d'avoir des personnes avec une intention de recherche en direct. La seule petite limite de ça, je vous l'expliquerai ensuite, c'est le volume de recherche. Typiquement, s'il y a 50 personnes qui recherchent pisciniste sur Google tous les mois, vous ne pourrez pas adresser plus de 50 personnes. Vous n'allez pas pouvoir créer de la recherche là-dessus. Donc c'est la petite limitation que vous allez pouvoir retrouver sur Google Ads. Ensuite, vous avez d'autres possibilités sur Google Ads, notamment la publicité sur YouTube, demande gen, etc. Mais c'est des canaux qui sont beaucoup plus techniques, qui là, pour le coup, sont déployés en règle générale dans un second temps, une fois qu'on a des campagnes sur la partie réseau de recherche qui fonctionnent, et des campagnes notamment sur Meta, LinkedIn, etc. qui fonctionnent aussi. Parce que quand on commence à arriver, typiquement par exemple sur des régies type YouTube, il y a un beaucoup plus haut niveau de technicité que ce qu'on va pouvoir retrouver sur des campagnes qui sont plus classiques. Donc là, concrètement, je vous ai mis par exemple agence immobilière Bourgogne. Donc là, j'avais mis au niveau de la France et ici, j'ai mis le volume de recherche qu'on va pouvoir trouver là-dessus. Ce qu'il faut partir du principe, c'est penser à mettre tous les mots-clés dessus. Parce que typiquement, on peut penser à l'activité d'une agence immobilière. Donc elle fait quoi? Elle va faire de l'achat, enfin de l'achat-vente, et elle va faire de la gestion, de la transaction et de la gestion. Donc c'est-à-dire qu'il y a des types de mots-clés différents. Des personnes qui vont taper achat tel type de bien, donc là ça va être utile pour sortir le bien de mon stock, et des personnes qui vont taper plutôt estimation appartement, vente appartement, etc. pour vendre leur propre appartement. Donc là déjà, on a un tandem qui se fait là-dessus. Ensuite, sur la partie gestion, on a location. Donc à ce moment-là, on peut trouver des locataires, quand bien même c'est pas ce qui est le plus difficile à trouver, ou des propriétaires qui veulent mettre leurs biens sous gestion là-dessus. Et à part, on pourra avoir la partie agence immobilière. Donc là, ce qui est déjà intéressant dans un premier temps, c'est de se rendre justement sur l'outil. Google Ads, vous pouvez créer un compte. Vous n'avez même pas besoin de faire de dépenses publicitaires dessus pour pouvoir créer un compte. C'est totalement gratuit. Et en fait, vous avez un outil sur Google Ads qui s'appelle le Keyword Planner, qui est mis à disposition par défaut, que vous pouvez retrouver ici dans la section outils, puis outils planification des mots-clés. Et en fait, vous pouvez taper tous les mots-clés que vous avez en tête sur une zone donnée. Donc là, j'ai mis ici France, mais j'aurais pu mettre Bourgogne pour avoir un endroit qui soit plus raisonnable en termes de taille. Et à ce moment-là, je peux savoir concrètement quel est le volume de recherche mensuel. Donc ça, c'est pareil, ça va être un élément qui va être extrêmement important pour savoir à quoi vous pouvez vous attendre sur Google. Si là, avec ce volume de recherche-là, vous me dites « Oh bah écoutez, moi, 500 contacts qualifiés tous les mois, mathématiquement, ça passera pas. On n'a pas le volume de recherche nécessaire pour pouvoir être affiché sur tous ces mots-clés-là. Donc ça permet aussi de savoir concrètement à quoi on peut s'attendre. Et aussi, vous avez une partie ici, enchères, en haut de page et
enchères de haut de page ici, où en fait vous allez avoir des coûts par clic prévisionnels qui vont pouvoir vous être donnés par Google pour savoir concrètement combien la publicité peut vous coûter. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés à titre d'indication dessus, mais ça peut être intéressant d'avoir déjà une première donnée là-dessus. Ensuite, on va passer sur une partie Meta Ads. D'ailleurs, c'est assez drôle, j'ai mis une publicité de Google Ads qui fait la publicité de ses services sur Meta Ads. Donc, ce qui est intéressant, j'ai pas entendu Laura. Le vortex publicitaire. C'est exactement ça, et c'est drôle parce qu'à chaque fois on retrouve ça sur toutes les régies publicitaires où elles s'amusent à se faire de la pub pour d'autres, c'est assez drôle. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser la publicité sur Facebook et Instagram? Déjà, c'est pour les entreprises qui souhaitent atteindre une cible de particuliers, parce que sur Facebook, vous avez des professionnels, mais c'est quand même pas la régie idéale pour cibler vraiment des catégories très spécifiques. Imaginons, vous êtes par exemple un cabinet comptable, vous en avez assez d'avoir des TPE, vous voulez plutôt des PME et de l'ETI. Très sincèrement, allez sur Meta. Le problème, c'est que vous allez avoir du trafic qui vient dans tous les sens. Donc à ce moment-là, ça pourrait être plutôt intéressant d'aller se positionner sur une régie comme LinkedIn Ads qui va être plus professionnelle. Par contre, si vous avez un produit ou service un peu grand public, typiquement, on pourrait penser à de la finance, on pourrait penser à de l'immobilier, on pourrait penser à de la formation professionnelle notamment, c'est une régie qui est plutôt bien indiquée. Donc, quand on souhaite développer sa notoriété, ça permet vraiment d'être couvert sur une large cible de personnes. Et aussi sur les personnes qui ont besoin de communiquer sur des produits à visuel attrayant. Donc si vous pouvez faire par exemple de la publicité ou des très jolies photos pour ce que vous pouvez faire, vraiment la régie publicitaire Meta et Instagram, c'est clairement de loin la régie reine sur laquelle ce qu'on appelle la créa, donc c'est-à-dire le visuel publicitaire, va tout faire. Si vous lancez sur ces régies-là avec de mauvais visuels publicitaires, clairement ça va très mal se passer dessus. Donc il y a vraiment un gros enjeu là-dessus, à être en capacité de pouvoir produire du contenu de qualité sur cette partie-là. Petite chose à part, si jamais vous souhaitez vous lancer sur Meta et sur Instagram, faites attention sur le travail de modération. C'est clairement la plateforme est de très très loin où vous avez le plus de personnes qui vont critiquer absolument tout ce qui est critiquable. Même des fois, on voit des trucs passer d'État, etc., tout à fait légitimes, où les gens crient à l'arnaque systématiquement. Donc si jamais vous faites de la publicité sur Meta et sur Instagram, c'est un conseil là-dessus. Faites très attention sur la partie modération, parce qu'il y a certaines marques qui laissent un peu les commentaires en jachère et ça part dans tous les sens. Typiquement, sur cette publicité-là, il y avait des personnes qui disaient « Ouais, Google Ads, c'est une arnaque, ils m'ont volé, machin truc. » Ok, bon, la plus grande entreprise, l'une des plus grandes boîtes tech du monde qui vole les gens. Okay. Donc, faites assez attention là-dessus. Ensuite, on peut faire de la publicité sur LinkedIn Ads. Et là, je vous ai mis un exemple un peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire sur LinkedIn Ads, on cible des professionnels pour leur vendre des produits plutôt adressés à des professionnels. Et ben là, on a une boîte qui s'appelle Fisher Investment France, qui se sont en fait dit ça peut être super intéressant d'aller se positionner sur LinkedIn parce que là-dessus, on trouve des cadres sup. Typiquement, sur LinkedIn, vous pouvez faire une publicité qui s'adresse aux personnes qui ont fait le top 3 d'écoles de commerce en France et qui sont entre, par exemple, 45 et 65 ans. Typiquement, en termes de cible là-dessus, c'est difficile de faire mieux quand on veut vendre des produits financiers. Donc, c'est vrai que c'est une régie publicitaire qui est extrêmement intéressante pour la partie, donc ce qu'on va appeler B2C, c'est-à-dire plutôt orienté à des particuliers et aussi des professionnels. Donc typiquement, par exemple, des cabinets d'expertise comptable, il y en a beaucoup qui se sont lancés sur LinkedIn Ads, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la recherche sur Google Ads, en fait, plus vous avez de concurrents, plus les coûts vont monter. Et typiquement, il y a des cabinets comptables qui peuvent payer 150 € un contact sur le Google Ads en recherche, ce qui fait qu'en fait, il n'y a presque plus de rentabilité pour eux. Donc notamment, ils peuvent se positionner sur des régies type LinkedIn Ads. Pour faire rapide du côté des avantages côté Google Ads, ciblage par mots-clés, donc de l'intention. Les premiers résultats sont assez rapides et mesurables, de l'ordre de quelques jours à quelques semaines au maximum. Quand vous lancez des campagnes, vous pouvez voir des premiers résultats et surtout, vous pouvez maîtriser votre budget et faire en sorte de l'ajuster tout au long de l'année. Côté inconvénient, des coûts élevés dans les secteurs concurrentiels. Je peux penser à la finance, à l'expertise comptable, tout ce qui est business, entre guillemets, un petit peu dans le domaine de l'urgence, des serruriers. Il y en a maintenant qui se positionnent même plus parce qu'en fait, à part si on escroque les gens, c'est impossible d'être rentable sur la serrurerie sur certaines villes. Donc en fait, il y a carrément certaines villes en Europe qui ont interdit de faire de la publicité sur la partie serrurier et autre chose de ce type en urgence parce qu'en fait, il n'y a qu'en étant injuste avec le client qu'on peut gagner de l'argent. Donc en fait, ils ont totalement arrêté cette partie-là. Ça en est arrivé à ces niveaux-là. L'inconvénient aussi, c'est que la gestion est assez technique. C'est le problème du marketing, c'est que c'est une équation avec pas mal d'inconnus. Il suffit que l'une d'entre elles soit un peu bancale, tout le reste, ça va donner une équation qui sera égale malheureusement à 0. Et les volumes de contacts peuvent être limités, donc si on a une optique à devoir alimenter beaucoup de commerciaux, il faut faire aussi assez attention sur cette partie Google Ads.
Côté méta, on a un ciblage ultra précis avec pas mal d'audience, une diversité de formats et des coûts assez abordables. C'est l'une des régies publicitaires sur lesquelles vous aurez des coûts par contact les moins chers. Par contre, c'est aussi l'une des régies pub sur lesquelles vous aurez le plus de taux de déchets. Typiquement, des personnes qui vous diront « Ah non, mais je n'ai pas demandé à être contacté », alors qu'ils ont cliqué sur le formulaire, qu'ils l'ont rempli et qu'ils ont mis explicitement la case « Je consens à être contacté ». Il n'y a que sur Meta où des choses pareilles arrivent. Mais voilà un petit peu du côté des inconvénients. Assez complexe à utiliser, quand bien même moins technique, je trouve, que Google Ads. Qualification, comme dit, moins bonne et risque plus fort de fatigue publicitaire. Parce que sur Google Ads, sur la partie recherche, votre trafic se renouvelle en permanence. C'est-à-dire vous avez en permanence de nouvelles personnes qui vont arriver sur votre site internet et sur votre page de destination. Sur Facebook, vous ciblez un bassin d'audience. Typiquement, on va se dire, par exemple, des personnes entre 30 et 45 ans à 20 km autour de Dijon avec une passion pour l'immobilier. Ces personnes-là, le bassin d'audience est limité. Disons que c'est 30 000 personnes. Si vous renouvelez pas à un moment les visuels publicitaires que vous mettez dessus, en fait, on va finir par tourner en rond et les personnes ne regarderont même plus vos publicités, donc plus de résultats là-dessus. Donc il y a cette partie fatigue pub à prendre en compte. Concrètement, à quel prix? J'ai pris l'exemple d'un des secteurs qu'on connaît le mieux, à savoir la gestion de patrimoine. Donc on a pris un exemple, il souhaite réaliser 200 000 € de chiffre d'affaires avec la publicité, en reprenant le framework des 1/3 qu'on a vu tout à l'heure, à savoir 200 000 sur la partie organique et 200 000 sur la partie reco. Panier moyen à 5 000 € par client, c'est quelqu'un qui vend pas mal d'immobilier, mais des choses pas très très chères, et qui a aussi de l'assurance vie, etc. Donc on est sur des paniers à 5 000 €. Le prix du marché est de 65 € pour un prospect qualifié. Il sait que c'est à peu près les statistiques dans ce secteur-là. Un contact sur 5 se transforme en rendez-vous qualifié. Pareil, c'est une statistique à peu près classique. Et un rendez-vous sur 4 va aboutir ensuite sur une vente. Donc l'idée, c'est en fait, là j'ai fait des calculs qui sont assez simples, mais pensez à vous poser sur ce type de système pour savoir concrètement est-ce que déjà la publicité peut être rentable. Je prenais l'exemple tout à l'heure du cabinet d'expertise comptable. Être un cabinet d'expertise comptable et espérer pouvoir faire de la publicité sur toute la France pour trouver des clients sur Google en espérant être rentable sur les 3 premiers mois, vous n'y arriverez pas. Parce qu'en fait, il y a une concurrence qui est tellement folle que c'est impossible d'être rentable sur les premiers mois. Et il y a certains secteurs sur lesquels on est obligé de perdre beaucoup au début pour ensuite pouvoir espérer potentiellement gagner. Par exemple, c'est le cas aussi de choses assez concurrentielles comme la mutuelle senior. Donc là, ici, on a un coût par contact à 65 €, ce qui nous donne un budget pub annuel à 26 000 €, un coût d'acquisition à 650 € et un budget pub mensuel un petit peu plus de 2 000 € là-dessus. Donc là, l'idée, en fait, je vous ai pris un exemple qui est purement théorique, mais c'est de se dire, pensez à décomposer vos chiffres, ça vous aidera dans votre business pour pouvoir piloter la boîte et ça vous aidera aussi sur votre marketing pour savoir concrètement combien de contacts vous souhaitez aller chercher. Parce que si vous postez en espérant juste avoir des contacts, en fait, vous n'avez pas vraiment de chiffres qui vont vous permettre de savoir est-ce que vous êtes dans votre objectif ou pas. Typiquement, si sur février, vous savez que vous devez avoir 15 contacts, vous avez tenté une nouvelle stratégie, vous voyez que vous n'avez pas du tout de retour, vous avez juste un contact en termes de qualification qui n'était pas assez bon, ça veut dire que vous pouvez piloter votre entreprise, pas seulement avec de l'intuition, parce que piloter à l'intuition, malheureusement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux dans le monde des affaires, mais piloter plutôt avec des chiffres et en étant le plus objectif possible. En gros, ce qu'il faut retenir, faut pas investir des cacahuètes pour espérer pouvoir faire beaucoup de chiffre d'affaires dessus. Il faut juste avoir un bon système de calcul là-dessus. Typiquement, si vous espérez pouvoir mettre 250 € de budget publicitaire par mois et que vous vous dites j'ai envie de faire des miracles, tout ce qu'on vous vend sur Internet où on vous dit appuyez sur des clics, les régies pubs c'est miracle, machin truc, il n'y a absolument rien de miracle. Sinon tout le monde s'y mettrait, ce serait super facile et ce serait très simple pour tout le monde. Donc faites juste bien attention là-dessus. Prenez le temps de vous poser sur les chiffres, regardez un petit peu tout ça, histoire d'avoir quelque chose qui soit le plus carré possible. Comment mettre en place une stratégie de publicité en ligne? Donc l'idée, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent mettre en place ces parties-là, mais ne savent pas forcément comment le structurer là-dessus. Donc, je vais vous présenter les différentes solutions possibles, donc notamment gérer son marketing seul. Il y a un avantage et qui est vraiment non négligeable, c'est que personne d'autre que vous connaît mieux votre business. C'est-à-dire que vous savez exactement quelle cible vous souhaitez adresser, quels sont les messages. C'est vous qui faites les rendez-vous avec les clients, qui savez exactement quels sont les arguments qui reviennent en permanence. Et ça, c'est un énorme avantage concurrentiel. Et parfois, mieux vaut le faire vous-même en étant un peu moins bon techniquement, plutôt que faire appel à un prestataire qui ne comprend absolument pas votre métier, qui ne comprend pas vos chiffres et qui d'ailleurs même ne les décortiquera même pas. Vous allez plus perdre de temps qu'autre chose. Donc, il faut essayer de trouver justement ce bon ratio entre la maîtrise technique et le fait de connaître très bien votre activité. Et vous maîtrisez du coup votre image ainsi que votre budget, étant donné que c'est vous qui définissez assez facilement ce que vous pouvez mettre en place. Du côté des inconvénients, le manque de temps et d'expertise limite l'efficacité des résultats. Si vous êtes sur des marchés très concurrentiels, que vous avez des objectifs qui sont très importants, ça va être un peu juste de le gérer seul, parce qu'en fait, vous avez des concurrents qui, en face de vous, déploient des montagnes de technicité pour pouvoir faire des choses, donc ça va être plus compliqué. Par contre, on peut prendre par exemple ton cas, Delphine, en tant que graphiste. Si tu veux te positionner sur Graphiste Dijon,
c'est un mot-clé sur lequel il n'y a pas énormément de concurrence. Donc, c'est-à-dire, tu te formes un petit peu sur la partie Google Ads, tu fais une page web avec un formulaire dessus, tu pourras te débrouiller seul sans problème parce qu'en fait, il n'y a pas tant de concurrence que ça, il n'y a pas des volumes de recherche complètement dingues. Toi, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 clients par mois pour faire tourner ton activité. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ces cas-là, de gérer son marketing seul. Quand, par exemple, on est solo, essayer d'apprendre le sujet et de se mettre dedans, ça peut vraiment être intéressant. Et j'ai accompagné pas mal de personnes qui, justement, ont une activité qui est petite, qui dépensent 200, 300 € par mois en publicité et qui vont pas aller générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais qui vont ajouter le complément nécessaire à ce que leur business tourne bien. Vous avez une autre possibilité, c'est de passer par des agences généralistes. Du côté des avantages, et c'est un avantage non négligeable quand on est une personne qui n'a pas le temps, c'est qu'on vous propose une solution clé en main qui prend en charge toutes vos actions marketing. Donc quand vous passez par une agence un peu généraliste, vous avez la possibilité d'avoir votre site internet, votre charte graphique, vos publicités, vos visuels publicitaires, vos vidéos. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un seul interlocuteur, la personne qui va s'occuper de faire votre gestion de projet. Donc c'est quand même un avantage à prendre en compte. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui soit vraiment spécifique là-dessus. Du côté des inconvénients, c'est que personne n'est expert partout. Donc typiquement, si vous allez sur des marchés concurrentiels où vous avez vraiment envie que les choses soient très bien faites sur le sujet, vous allez devoir faire forcément une concession sur l'expertise. Parce que c'est impossible d'avoir des personnes qui travaillent sur plein de sujets à la fois. Typiquement, je prends l'exemple, par exemple, en agence, la majorité des personnes font du SEO, c'est-à-dire optimiser son site internet pour les moteurs de recherche et de la publicité. Sauf qu'en fait, c'est deux métiers extrêmement différents. Des experts SEO, SIA, si vous prenez dans les grandes boîtes, il n'y a aucune grande boîte qui a des experts qui font SEO et SIA dans la même boîte. La plupart du temps, c'est un responsable SEO et SIA qui va ensuite dispatcher sur des équipes dédiées. Donc, il faut faire très attention parce que dans le domaine du web, on a l'impression qu'à peu près tous les métiers sont les mêmes, sauf qu'à chaque fois, il y a des spécialités et prendre le risque de passer par, entre guillemets, un mouton à 5 pattes, c'est aussi un risque pour l'entreprise parce que c'est impossible d'être bon sur plein de choses. Et nous-mêmes, techniquement, la partie SEO, on ne le maîtrise pas forcément. Certains sujets créa, c'est pas notre sujet non plus. Il y a vraiment énormément de technicité et de spécificité. Vous avez la possibilité aussi de confier votre croissance, que j'ai appelé ici à des experts, experts étant un mot, on va dire, relativement neutre quand je le sors. C'est tout simplement une personne qui est spécialiste d'un domaine donné. Donc l'avantage, c'est que vous avez une expertise approfondie, ça permet de créer des campagnes performantes qui génèrent des contacts qualifiés tout en évitant les erreurs coûteuses. Typiquement, si vous êtes une entreprise, il y a des enjeux notamment parce que, par exemple, si vous avez des commerciaux, vous leur envoyez des mauvais contacts, la motivation du côté des commerciaux, c'est un coût à perdre ces commerciaux. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être relativement coûteux sur cette partie-là. Pareil, maintenant, de plus en plus de boîtes déploient des publicités. Si vous êtes dans votre secteur l'une des seules entreprises qui ne déploie pas de publicité, par exemple, pour l'entreprise, concrètement, ça veut dire que vos commerciaux doivent aller sur le terrain un peu à froid, pendant que d'autres ont aussi, en plus, cet apport en complément. Donc pareil, d'un point de vue recrutement des commerciaux, c'est aussi un avantage à mettre en avant là-dessus. Du côté des inconvénients, c'est souvent plus coûteux, même si très rentable à plus long terme au vu de la performance. Forcément, on a un gap entre les deux. Quels sont les facteurs de réussite? Les facteurs de réussite, il y en a différents, notamment le message, le budget, le suivi et les pages web. Je vais rentrer en détail dans chacun de ces parties. Le budget, c'est tout simplement avoir un budget qui soit cohérent par rapport à ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez ajouter 200 000 € de chiffre d'affaires avec la publicité, n'y allez pas avec 250 € par mois, vous allez juste être déçu et voir que la publicité ne tourne pas. Le suivi, c'est tout simplement se dire, quand on met en place des actions de ce type-là, il faut avoir un suivi qui soit le plus régulier possible et suivre ces chiffres. Ça, pour le coup, c'est le cas de toute action que vous devez mettre en place dans votre entreprise, c'est avoir du suivi dessus, c'est-à-dire laisser un temps qui soit suffisamment important pour voir l'efficacité de la personne, l'efficacité du canal, etc., tout en ayant quand même un minimum de contrôle et de maîtrise sur le sujet. Ensuite, la page web, parce qu'en fait, la publicité n'est qu'une première partie. Vous allez avoir la publicité et ensuite, on dirige sur la page web. La page web, c'est ce qui va faire une grande partie aussi de vos résultats. Si vous n'avez une agence qui ne gère que la partie publicité sans s'occuper de réaliser des pages web de destination qui soient vraiment bien optimisées sur le sujet, clairement, c'est une passoire. Parce que typiquement, si le message entre la publicité et la page de destination est différent, ça ne fonctionne pas. Si dans votre formulaire, il y a trop de questions, ça ne fonctionne pas. Pas assez, c'est pareil. Si vous manquez de témoignages clients dans votre page, même sujet. Si, pareil, le site internet est mal optimisé pour la partie mobile ou charge un peu trop lentement, pareil, ça va être compliqué. Je vais faire un focus sur la partie message. Parce
En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on cherche à communiquer un message. Donc le plus important, avant d'aller se perdre dans des termes techniques ou quoi que ce soit, c'est de se dire concrètement quel message on souhaite mettre en avant. Typiquement, par exemple, si on est dans la gestion de patrimoine, on a plein de types de messages qu'on peut mettre en avant. On a un message orienté, par exemple, produit. C'est-à-dire la personne s'est déjà renseignée, elle sait qu'elle veut une assurance vie. OK, il nous faut un message spécifique sur cette partie-là. La personne se dit, en ce moment, j'ai envie de préparer ma retraite, je sens que ça va être compliqué avec les réformes en cours, etc. Il faut un message spécifique pour adresser cette personne-là. Donc il y a un vrai travail qui n'est pas un travail technique, mais bel et bien un travail, on va dire, de communicant et aussi fait par le chef d'entreprise, qui est de dire quel message vous souhaitez mettre en avant. Et si vous maîtrisez très bien votre positionnement, vous avez différents messages pour répondre aux différentes propositions de valeur, même si vous êtes moins bon techniquement, vous pouvez avoir des résultats. Parce que je vois trop de personnes avec un niveau technique complètement dingue qui sont capables de cliquer dans tous les sens et de faire soi-disant des miracles techniques, qui n'obtiennent aucun résultat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des humains et que les humains, comme tout le monde, on a des biais, on a des envies, etc. Et en fait, si on ne prend pas en compte cette partie-là, on aura juste des publicités qui n'auront absolument aucun impact. Pour faire une petite partie autopromo, je vous ai expliqué, j'ai deux entreprises. Une entreprise qui s'appelle I Want Lead, donc où concrètement on est une agence, on s'occupe de mettre en place les systèmes pour nos clients. Depuis 2 ans, on a ouvert un organisme de formation, on a passé tout le nécessaire avec Calliope, les certifications, etc. Ça a été beaucoup de travail et maintenant nos formations sont reconnues et on a notamment une formation qui est enregistrée notamment au répertoire spécifique, ce qui permet de rendre la formation éligible au CPF. Développer son activité avec le web marketing, où concrètement l'idée c'est pas de transformer une personne en web marketeur, c'est plutôt que cette personne-là puisse se dire ok, comment je peux adapter ces outils de web marketing à mon activité. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'expertise sur I Want Lead, forcément, on a des salariés, on n'externalise rien du tout, il n'y a rien qui part dans d'autres pays ou je ne sais quoi. Donc forcément, tout ça, ça a un coût qui doit être répercuté. Donc on s'est aperçu qu'il y a pour beaucoup de personnes, en fait, c'est pas forcément abordable. Quand on est une personne qui est seule en auto-entreprise, par exemple, clairement, on ne peut pas se permettre de déduire des charges dessus. Donc il y a un vrai sujet sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de déployer en fait les méthodes qu'on a utilisées chez I Want Lead. On peut les utiliser ensuite sur LCA Digital et justement faire en sorte de rendre ça, on va dire, un petit peu plus accessible. Voilà, c'était tout pour cette présentation sur le web marketing. Si vous avez des questions sur le sujet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les communiquer. Très bien, c'était Merci. Ouais. C'était très clair et très bien expliqué. Sinon, je pense que tu le trouves facilement sur Google.